on revient sur le cours de marketing opérationnel. Donc, pour une séance où alors, pour une séance où on va poursuivre notre plan par rapport à une rubrique qui est la politique produit. Donc, en termes d'avancement sur le cours, on est au niveau de la politique produit. Et voilà un peu le plan que j'ai suivi pour cette rubrique. Donc la semaine dernière, ce qu'on a vu dans le cours, c'est qu'est-ce qu'un produit. On a on a parlé d'une première section autour de la définition d'un produit en général, les caractéristiques d'un produit, etc. On a parlé ensuite du concept produit. C'est une section qu'on n'a pas encore finalisée, donc qu'on finalisera aujourd'hui encore sur quelques slides avant de passer au design et au packaging. Donc aujourd'hui, je pense qu'on verra ces deux notions, ces deux sections, concept produit, finalisation, et puis on démarrera le design et le packaging de produits. Donc on s'était arrêté la dernière fois au niveau de la formule produit et puis des performances produits. Donc, une formule produit, qu'est-ce que c'est? C'est la description technique des composantes d'un produit, de ses processus ou de ses caractéristiques. Et un produit, comme on l'a expliqué la dernière fois, ça peut être un bien ou un service. Donc cette formule produit, c'est une composante qui est extrêmement technique. Vous allez me dire pourquoi on va l'étudier en marketing. En marketing, un produit, c'est une réponse à une problématique, un problème carrément chez le consommateur. Et donc, ce ne sont pas uniquement les équipes techniques d'une entreprise qui doivent s'intéresser et s'atteler à cette problématique-là, à ce niveau-là. Donc, c'est également au marketing de définir la formule produit. Si on est dans un produit qui va avoir comme objectif une performance technique, par exemple, on a un exemple ici sur un produit qui est très connu, qui est Monsieur Propre. Ben, cette formule-là, quand bien même elle est technique, elle est relayée à une fonction de production, le cœur de la création de cette formule-là va être d'abord le marketing. Je dirais que le marketing va être l'initiateur de tout le travail de formulation de produits avant même que la production puisse le faire ou l'être. Donc, la formule produit, c'est quelque chose de très technique en marketing, que le marketing pilote à 100%, et puis qui est sous la responsabilité de l'équipe marketing, que ce soit au niveau assistant chef de produit ou chef de groupe ou directeur marketing. Donc c'est une description qui est très claire sur les composantes et c'est une description qui doit être encore une fois homogène avec ce qu'on a appelé la dernière fois le concept produit. Donc on a expliqué comme quoi le concept produit c'est l'histoire, si vous voulez, du produit, ou l'histoire ou le récit de la relation entre un produit et un consommateur. Et donc c'est une relation qui naît autour d'un usage de produit. Donc notre formule produit doit être en totale cohérence avec ce concept produit, cette histoire qu'on veut raconter au consommateur. Donc si dans un produit ou dans un service particulier, on est en train de claimer, par exemple dans le cas de Monsieur Propre, la force nettoyante ou le nettoyage multi-usage, ben, la formule de notre produit doit nous permettre de soutenir ce claim et d'être sûr et certain que quand le consommateur va utiliser ce produit, il va se retrouver avec une cohérence totale, une grande homogénéité entre le concept que la marque lui raconte, que la marque partage avec lui, et puis les caractéristiques techniques et l'usage technique qu'il fait du produit. Donc voilà. Donc cette performance produit ou service. Donc, quand on va parler de formule produit, on va parler également de performance de produit. Donc, un produit ou un service n'est performant qu'à travers la formule. Donc, si on devait se rapprocher au maximum de la performance d'un produit ou d'un service, ça va être la performance de sa formule, en fin de compte. Et donc, cette performance-là, de chaque produit ou de chaque service,
va être le résultat de la consommation ou de l'utilisation telle que vécue par le consommateur. Et là, je reviens vraiment sur une notion qui est essentielle à mon avis en marketing, et donc qui est l'avis du consommateur. Je n'ai cessé de le répéter durant tout ce cours, et je le répéterai peut-être durant les prochains cours, Inch'Allah Ar-Rahim. Le feedback d'un consommateur est la clé de toute réussite en marketing. Donc, votre produit est performant, pas parce que vous êtes sûr et certain que vous avez la bonne formulation technique, la bonne formulation de production, les bons intrants, etc., mais seulement parce que votre consommateur va juger que ce produit-là est performant. Donc, la performance est une notion qui est intimement liée, directement liée au feedback que vous allez recevoir de votre consommateur. Donc, ici, par exemple, j'ai pris une image qui relaye des focus group ou des scénarios focus group. Et donc, parmi les moyens, pour être vraiment pragmatique dans le récit que je partage avec vous, parmi les moyens pragmatiques de connaissance du feedback du consommateur, vous avez le focus group qui va vous permettre d'avoir un retour d'expérience extrêmement complet de votre consommateur par rapport à votre performance produit en général. Vous pouvez ne pas le faire uniquement en focus group. Je pense que vous avez vu assez de cours sur la problématique étude de marché avec différents professeurs. Et donc, vous pouvez, avec des questionnaires, parfois juste avec des moyens de bord, vous pouvez très très bien mener des études qui vont vous permettre d'approcher cette problématique de la performance produit. Donc, encore une fois, je suis un peu lourd sur cette partie-là, mais je pense qu'elle est essentielle et critique euh, dans le métier de tout marketeur. Donc, un feedback sur un produit ou un service, c'est une, c'est quelque chose qui est vécu par le consommateur, par l'utilisation du consommateur, et donc on a besoin de récupérer ce retour pour pouvoir juger si on est sur la bonne voie en termes de développement de produits ou de services. Donc, la performance produit, c'est quelque chose qui est intimement lié, directement et parfaitement lié à la formule produit. Donc, si vous voulez savoir si votre produit est performant ou pas, c'est sur cette formule produit que va être jugé votre produit ou votre service au final. Et puis, une notion qui m'est très chère également en marketing, c'est la notion de cohérence d'ensemble. Donc, votre formule produit doit être intimement corrélée à votre concept produit. Si, par exemple, vous êtes dans le cas de produits bio et que dans votre formule produit, bah, vous avez des intrants chimiques ou des intrants issus d'agriculture conventionnelle, par exemple, et que vous claimez le caractère pur et 100% noble de votre produit, bah, vous êtes en contradiction totale, en contradiction globale avec le récit que vous racontez. Et là, chez le consommateur, vous allez créer juste énormément de frustration parce que vous allez avoir un discours qui est qui n'est complètement en déphasage avec la réalité de votre performance produit. Donc, la cohérence d'ensemble est une notion capitale en marketing. La cohérence par rapport à la cible, la cohérence par rapport à la formule produit, la cohérence par rapport au concept produit. Donc, on doit faire extrêmement attention à cette notion-là. Parfois, en tant que consommateur, si on devait un peu faire le parallèle avec nos vies, nos différentes vies de consommateurs, bah, parfois vous achetez un produit pour un prix cher et vous retrouvez avec une formule qui est relativement, je dirais, relativement faible ou relativement bah, une formule qui ne marche pas ou qui ne délivre pas. Cette expérience-là, croyez-moi, c'est une expérience dont vous allez vous rappeler longuement parce qu'il y a une totale incohérence. Une totale incohérence peut-être par rapport au pricing, par rapport au prix que vous avez pour lequel vous avez acheté ce produit ou ce service, et une incohérence par rapport à tout ce qu'on vous a raconté. Peut-être que vous avez vu énormément de pubs de ce produit ou de ce service à la télé, et donc une fois devant le moment de vérité, vous vous rendez compte que le produit n'est pas en ligne, ou que la formule produit, pardon, n'est pas en ligne avec les promesses que vous fait la marque, ou avec les différentes pubs qui vantent les bienfaits ou les, les avantages produits de cette marque ou de ces services. Donc voilà un peu une idée sur cette notion clé, sur ces notions de formule produit, de performance produit.
Je tiens à rappeler qu'on est sur des notions extrêmement techniques en marketing, qu'une performance produit ou une formule produit, c'est des notions techniques. Et donc, un conseil à tous les étudiants qui sont en train à tous les étudiants en marketing en général, c'est des notions vraiment techniques qui, que vous devez maîtriser. Donc, je vous invite donc à lire au maximum à ce sujet. Moi, ma référence théorique par rapport à ce cours, c'est Mercator, quelle que soit l'édition. Moi, je pense que je suis sur la 10e édition, sur la 9e et sur la 10e édition. Il y en a deux qui sont plus récentes. Et donc, je vous invite vivement à étudier au maximum de manière plus approfondie ces notions de formule produit et de performance produit. Un marketeur est un excellent technicien. Et donc, le fait de pouvoir connaître ces concepts de base va vous donner un avantage compétitif, si vous voulez, sur le marché. Et donc, quand vous aurez des personnes en face de vous qui vont vous parler de ce sujet-là, le fait d'évoquer ces notions techniques va vous permettre vraiment de vous positionner en tant qu'expert en marketing. Donc voilà, cette formule produit passe par différents niveaux d'identité. Donc des identités qui sont sensorielles. Et donc parmi les identités qu'on pourrait évoquer quand on parle de formule produit ou de performance produit, on peut éventuellement parler du goût, parler du toucher, de la sonorité, de l'odeur et de l'apparence du produit. Donc voilà des dimensions d'identité sur lesquelles vous pouvez facilement agir, sur lesquelles vous pouvez facilement agir pour pouvoir améliorer la performance de votre produit ou de votre service. Donc, imaginez par exemple que vous soyez dans le business de l'agroalimentaire. Le fait, par exemple, de travailler sur le goût, ça va vous permettre d'améliorer votre performance produit et de votre formule produit. Et Dieu sait que sur le business agroalimentaire, par exemple, on est à 100%, si vous voulez, focus sur cette notion de goût. Quand on achète un produit en agroalimentaire, surtout un produit d'usage direct en agroalimentaire, par exemple, un produit qu'on va consommer directement, ben, le goût est un facteur clé. Ben, c'est un facteur des plus influents pour l'achat de ce produit agroalimentaire. On va parler par exemple du business des sodas par exemple, ou du business du café. Le goût est une variable est une variable des plus importantes pour l'achat d'un produit café par exemple. On sait que les aficionados en café, par exemple, vont vous dire que je vais acheter tel ou tel produit, parfois beaucoup plus cher, parce que j'adore le goût de ce produit-là, parce que c'est un goût qui correspond parfaitement aux besoins que j'ai pour consommer ce café. Imaginez d'autres business, toujours dans l'agroalimentaire, parce qu'on est quand même dans une notion qui est très liée à l'industrie agroalimentaire ou à l'industrie du food en général. Tout le business du fast-food est un business de goût. C'est d'abord un business de goût. On va à un fast-food versus un autre fast-food pour différentes raisons, mais le goût, pardon, va être un facteur déterminant dans le choix d'un business, d'un food, d'un fast-food par exemple. Donc il n'y a pas que le goût, il y a le toucher également. Donc si vous êtes dans par exemple des business de je dirais de décoration par exemple, quand vous êtes dans le business du meuble, le choix des matériaux que vous allez utiliser est capital. Surtout si vous montez en gamme et si vous montez en premium, le choix des matériaux est vraiment capital. Donc, vous avez des consommateurs qui vont être connaisseurs, par exemple, qui vont, si vous êtes dans la vente de meubles en bois, qui vont vous demander, par exemple, beaucoup d'informations sur le type de bois utilisé, sur le type de finition utilisé, etc. La sonorité est une dimension essentielle aussi. La sonorité, que vous soyez, par exemple, dans des business de produits ou dans des business de services aussi. La dimension sonorité est super importante. C'est une dimension qui est utilisée dans l'industrie hôtelière, en tout cas chez les grands groupes d'hôtellerie. Donc, c'est des grands groupes qui vont avoir carrément leur propre identité sonore.
Et donc, à chaque fois que vous êtes dans un hôtel ou que vous êtes dans la réception ou dans les parties communes dans les hôtels, etc., vous allez retrouver cette sonorité, cette identité sonore de ce business ou de cet hôtel qui va être en cohérence avec ce que l'hôtel vous vend comme promesse. L'odeur est une variante également. Donc l'odeur est une dimension capitale. Je vais rester peut-être sur le même exemple de l'hôtellerie. Parmi les dimensions identificatrices d'un bien ou d'un produit pardon, en hôtellerie, ça va être l'odeur. Figurez-vous que les grandes chaînes hôtelières ont des fragrances spéciales, développées spécialement pour eux, pour que quand vous arrivez dans un hôtel précisément, vous puissiez, vous puissiez avoir cette odeur particulière de cet hôtel que vous allez retrouver à chaque fois, qui va peut-être évoquer des souvenirs à chaque fois que vous allez la sentir. Et donc, l'odeur est une dimension capitale dans plein de business, que ce soit des business produits ou des business services. Et puis, en parlant également de l'apparence globale du produit, ce que verrait le consommateur de premier abord. Donc, le visuel packaging global, ce qu'on appelle en anglais les shapes, les contours du produit. Donc, toute l'apparence est une dimension aussi qui est super intéressante. Et encore une fois, à chaque fois qu'on va monter en gamme, qu'on va monter en pricing, qu'on va tendre vers des situations de produits premium, c'est des dimensions qui vont être très critiques et qui vont être décisives dans le choix de l'achat d'un produit ou d'un service. Donc, toujours en parlant de formulation produit, de formule produit et de performance, et en parlant de ces dimensions, de ces dimensions sensorielles, voilà un exemple particulier qui est relatif à Harley-Davidson. Pour votre information, le son que dégage une Harley-Davidson est une composante essentielle qui constitue le cœur de l'expérience client, le cœur de ce que c'est que cette produit ou cette marque. Et pour votre information, ce son qu'émettent des machines Harley-Davidson, le son a été déposé. Donc, ce n'est pas uniquement le résultat de ce que produit la machine en termes sonores, c'est une identité particulière, spécifique à cette marque-là, et c'est surtout un asset qui est déposé. Donc, même juridiquement, le son de Harley-Davidson est déposé de telle manière à ce qu'on le copie pas facilement, de telle manière à ce qu'il soit distinctif pour cette marque, qu'il puisse rendre cette marque encore plus distinctive pour le consommateur en général. Donc là, on a fini cette section, ce troisième point par rapport à la formulation de produit et à la performance produit en général. Et on passera à l'avantage produit. Donc, on est toujours dans la politique produit, dans la partie relative au concept produit. Et donc, dans cette rubrique-là, toujours de manière très technique, et je pense que vous devez le voir dans vos cours, que vous devriez le voir dans vos cours de stratégie en général et stratégie marketing, plus particulièrement, la notion d'avantage produit. Donc, c'est une notion qui est très chère aux sciences de gestion, que ce soit en stratégie en général, en marketing en particulier, et puis en stratégie marketing encore de manière plus affinée. Donc l'avantage produit ou le bénéfice produit. Donc quand on parle d'avantage produit, c'est exactement la même chose que de parler de bénéfice produit. Ben, c'est quoi ce bénéfice produit ou cet avantage produit? C'est vraiment tout ce que cherche une marque à travers une démarche marketing de faire. Ça veut dire qu'on va tout le marketing, si vous voulez, tourne autour de cette plaque tournante qui est l'avantage produit. C'est le cœur de ce que on va faire en marketing. C'est, si vous voulez, la quintessence de tout le travail qui va être fait, mobilisé sur différents niveaux de marketing. Ça va nous pousser à avoir un avantage précis, un bénéfice produit unique qui va nous permettre de gagner la guerre concurrentielle, si vous voulez. Donc, c'est quoi cet avantage produit? C'est une caractéristique ou des caractéristiques qui vont être distinctives par rapport aux concurrents. Donc,
le but de tout travail en strat marketing ou le but de tout travail autour de cette notion d'avantage produit, c'est de pouvoir, toujours aux yeux du consommateur, avoir des caractéristiques distinctives. Une caractéristique distinctive. Donc, une caractéristique distinctive, et on va revenir exactement aux mêmes notions que j'ai partagées dans les slides, euh, les slides d'avant, c'est cet avantage-là ne peut être jugé que par une valorisation du client. C'est le client qui nous permet de valoriser si notre produit a un avantage compétitif, un avantage produit, un bénéfice produit, et s'il est distinctif ou pas. Donc, cette notion-là va être, va prendre vie, va être réelle uniquement aux yeux du client. Et je réitère tout le stress que je fais au niveau de cette notion de feedback du client. De feedback du client, c'est un élément crucial pour pouvoir créer de la valeur en marketing. Donc cet avantage produit ou cette caractéristique qui va être distinctive va relever de plein d'éléments. Et elle va relever d'abord du concept produit. Donc toujours on est en train de chercher une cohérence globale avec le concept produit. Donc cette caractéristique va venir du concept produit. C'est une caractéristique qui va prendre vie également à travers la formule du produit. Est-ce que la formule que j'ai de ce produit va me permettre d'avoir cette uniqueness, sera caractéristique distinctif. Parfois, dans le cas de business, d'un business qui est le secteur automobile, par exemple, on peut avoir un moteur particulier déposé sous brevet, par exemple, et qui va nous permettre d'avoir un avantage compétitif énorme, unique par rapport à d'autres produits concurrents. La performance d'un produit ou d'un service peut être également un avantage compétitif. Imaginez par exemple que vous puissiez avoir toujours dans cette industrie automobile un moteur qui puisse avoir des caractéristiques particulières, une vitesse, une puissance particulière ou bien une consommation particulière que vos concurrents ne peuvent pas copier de manière aisée et facile. Donc la performance de votre produit ou service va vous permettre de constituer un avantage compétitif. Et puis, bien, en fin de compte, toute l'identité sensorielle qui va vous permettre d'avoir quelque chose d'unique. Imaginez par exemple que vous soyez dans le business du parfum et que enfin le parfum, ce que vous allez sentir sur tel ou tel produit va être complètement différent d'autres produits. Et ben ça va être quelque chose d'assez distinctif dans le choix de ce produit parfum. Le parfum que vous allez sentir, la fragrance, ce que vous allez sentir, ça va être un élément déterminant dans le choix d'un achat d'un parfum. Donc l'identité sensorielle en général va être cruciale pour constituer un avantage produit qui va vous permettre de dépasser les concurrents sur le marché. Il y a un excellent exemple sur cet avantage produit qui est le cas qui est matérialisé avec le cas Dyson. Donc Dyson, c'est plein de produits, c'est une marque d'électroménager assez premium et surtout assez performant. Drôlement performant si je peux me permettre de le dire ainsi. Et donc en termes de performance produit, c'est une marque où c'est un ensemble de produits qui a pu vraiment se démarquer. Par exemple, dans des business ou des produits où les produits étaient assez bruyants, ben la marque a réussi à avoir des produits totalement silencieux. Donc c'est quelque chose qui était au moment de lancement de certains produits, c'est quelque chose qui a constitué des révolutions aux yeux des clients. Et donc imaginez par exemple le fait d'avoir un aspirateur qui ne dégage aucun son, qui ne fait pas de bruit. C'était vraiment une révolution et c'est une révolution qui a été permise grâce à Dyson. Et cette performance produit ben, va donner un avantage complètement différent, un avantage produit complètement positif, extrêmement éloigné de tous les concurrents. Et ça va constituer une raison d'achat pour ce produit qui est Dyson par exemple. Donc cet avantage produit, il a quatre caractéristiques.
Donc les caractéristiques d'un avantage produit, ça va être d'abord une réponse à une attente réelle. Donc quand je crée un produit, je crée une réponse à une attente, à un besoin chez le consommateur. Et donc pour que mon avantage produit soit réel, pour qu'il puisse créer de la valeur aux yeux du consommateur, ben, ce produit avec cet avantage produit doivent me permettre d'avoir une réponse réelle à une attente réelle chez le consommateur. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, pardon, c'est le potentiel de communication. Et je m'attarderai peut-être à ce niveau-là, parce que quand on étudie le marketing, et surtout à ce niveau-là, à ce niveau d'avantage produit, de politique produit, il faut savoir qu'une très grande partie de la création de valeur va se faire au niveau de la communication. Et donc là, c'est un conseil que je donne à tous les marketeurs, que ce soit qu'ils soient étudiants ou praticiens. Euh, Presque nulle création de valeur ne peut se faire sans une politique de communication en totale cohérence avec ce que vous voulez faire. Je veux créer une marque de luxe. Euh, Si je n'ai pas les moyens et la bonne stratégie marketing, la bonne stratégie de communication pour faire vivre ce positionnement luxe chez le consommateur, je vais perdre mon temps. Je vais perdre mon temps et probablement je vais perdre mon argent. Donc la communication est ce qui va délivrer de la valeur aux yeux du client. Et sans cette communication, ça va être vraiment difficile de créer de la valeur et d'aller créer de la différence, pousser votre avantage produit. Donc une des variables clés qui va en corrélation parfaite avec l'avantage produit tel que vous le designez, c'est la communication. Elle doit être cohérente. Elle doit, Votre avantage produit doit vous permettre, en le pensant à la base, doit vous permettre de penser aussi à sa capacité d'être communiqué. Pensez par exemple au cas Tesla. Donc Tesla, c'est une révolution dans le business de l'industrie automobile et c'est une révolution non seulement de produits, il y a une réponse réelle à une attente réelle chez des consommateurs européens, américains, dans des marchés assez matures et assez responsables, assez soucieux de problématiques environnementales. Et il y a une énorme demande, il y a une attente qui est réelle sur des voitures qui soient responsables, éco-responsables, et d'où le caractère euh, hybride ou électrique des voitures Tesla. Et donc, en pensant à ce type de produit, on a pensé à une attente qui est réelle chez des millions de consommateurs partout dans le monde. Et donc, ça va nous permettre d'alimenter cet avantage produit. Donc, ce n'est pas, je m'attarderai peut-être plus tard sur le cas Tesla parce que il ne s'agit pas uniquement d'une réponse à une attente réelle, donc c'est une réponse à un besoin réel, c'est une capacité d'avoir des designs différents, des designs futuristes par rapport à l'industrie automobile en général, c'est l'usage de la technologie, mais tout cela étant dit, on revient vers vers cette même notion d'avantage produit, parce qu'on la voit réellement dans cette boîte qui est juste une des boîtes qui fait la révolution, euh, qui fait l'une des révolutions marketing et industrielles des temps modernes qu'on est en train de vivre. Donc, réponse à une attente réelle, un potentiel de communication. Vous voyez un peu toutes les sorties Tesla, toutes les sorties. Je dirais qu'il y a un énorme parallèle entre ce que fait Tesla aujourd'hui en termes de communication et Apple. Donc, toutes les keynotes du fondateur de Tesla, Elon Musk, toutes ces keynotes, ben c'est des keynotes qu'on a vues d'abord dans l'industrie du téléphone mobile, de la téléphonie mobile. Et moi, en tout cas, c'est un feedback personnel ou c'est un retour personnel. Je vois énormément de similarités, énormément de ressemblances entre ce que fait Apple en termes de communication et ce que fait Tesla en termes de communication. Donc, potentiel de communication, un prix acceptable donc, un prix va toujours être acceptable par rapport à une target spécifique, pardon, à un type de consommateur spécifique, à un consommateur cible spécifique. Donc, si demain vous offrez un avantage produit pour une catégorie de consommateurs qui n'ont pas les moyens
d'acheter ce produit-là, c'est que vous vous trompez complètement d'avantage produit. Donc un avantage produit, c'est une notion qui est liée à un consommateur cible et un prix spécifique cible. Si vous voulez créer une voiture électrique pour une population moyenne et que le prix dépasse les 100 000 dollars, vous savez que votre avantage produit restera peut-être un avantage théorique. Et donc, vous n'aurez pas la capacité de vendre ce produit-là avec les mêmes objectifs de vente classique. Donc voilà. Et puis, la dernière caractéristique, et sinon la plus importante, à mon avis, c'est une imitation difficile. Un avantage produit, c'est quelque chose d'unique dont va faire preuve votre produit sur le marché. C'est une proposition de valeur unique que vous faites au consommateur. Et donc, l'autre aspect de cet avantage produit, c'est que il est dans l'univers de la comparaison, il va être toujours dans l'univers de la comparaison avec vos concurrents. Donc, si cet avantage produit a la capacité d'être unique longuement, ça va vous permettre de créer de la valeur longuement. Et si par contre son imitation est assez facile, ben, vous allez perdre rapidement votre avantage produit. C'est pour cela que dans pas mal d'industries, dans pas mal de business multinationales, quand on arrive à avoir le bon avantage produit, on va aller déposer rapidement des brevets, déposer des marques, des brevets, des schémas, etc. pour pouvoir protéger cet avantage produit. Donc voilà, on a fini avec cette rubrique autour du concept produit. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une continuité sur la formulation de produit, la formule produit et les performances du produit. Et puis, on a essayé d'aborder de manière assez sommaire, mais qui va directement au but, euh, cette notion d'avantage produit. Donc, sur la section 2, on va passer à la politique de design et de packaging de produits. Donc, le design, c'est, si vous voulez, la première impression que le consommateur va avoir sur votre produit. Je vais faire un parallèle avec une notion qu'on a tous entendue, surtout quand on était étudiant, c'est que euh, tout se passe au niveau de la première impression. Donc, un consommateur ou un recruteur va se faire une première idée dans les premières secondes où il va y avoir une exposition visuelle ou sonore, sensorielle d'un produit ou d'un service ou de vous si vous êtes demain face à un recruteur. Donc, le design, c'est une notion qui est extrêmement critique pour tout business, produit ou service. Et donc, je démarre avec une expression de Raymond Loewy, qui est un des designers, un des pionniers du design au monde. C'est un designer français, si ma mémoire est bonne, et qui vous dit tout simplement que la laideur se vend mal. La laideur se vend très très mal. Donc, quand on sait que la laideur se vend mal, autant bien travailler sur son packaging, sur son design, pour pouvoir créer de la valeur et puis donner un avis positif ou créer un avis positif chez votre consommateur, que ce soit dans l'industrie du produit ou dans l'industrie, donc industrie de biens ou de services. Donc c'est quoi un design en marketing et pourquoi on s'intéresse au design au niveau de ce chapitre politique de produit? Ben, le design, c'est la conception et la réalisation d'objets ou d'environnements qui vont vous permettre une optimisation. Donc, c'est différents types d'optimisation que va vous permettre un design au niveau de cette conception. Votre design va vous permettre une optimisation au niveau de l'utilisation. Si vous êtes, imaginez par exemple, vous êtes dans le bien du packaging, allez, dans le bien du packaging, ou si vous êtes dans le bien, par exemple, du food, votre packaging, votre design va vous permettre une certaine utilisation de votre produit. Imaginez par exemple un business comme allez, je vais prendre un exemple.
le business du fromage, par exemple. Vous avez certains fromages, en tout cas des fromages nobles, qui ont créé du packaging qui va permettre d'utiliser un produit, fromage, à long terme. En tout cas, je parle de fromage à pâte dure. Et donc, vous avez des packaging ou des designs de produits avec des packaging en plastique qui vont vous permettre de garantir une excellente conservation de produits, parce qu'on sait que sur des pâtes molles, par exemple, ou même sur des pâtes dures en fromage, la conservation est très critique. Donc voilà le type de solution que peut vous permettre un packaging. Donc un design ou un packaging. Donc il va optimiser votre utilisation, il va vous permettre d'optimiser votre production. Rien qu'en changeant le design, par exemple, vous pouvez avoir un impact sur votre stockage, votre capacité de stockage. Un produit au format rang va se stocker de manière plus compliquée qu'un produit au format carré, par exemple, au format cubique. Donc, voilà également une des dimensions de cette optimisation à travers le design qui peut être, euh, qui peut être autour de cette notion de production. Votre design va vous permettre d'améliorer l'esthétique de votre produit. Imaginez par exemple que lors de la dernière étude focus group, votre consommateur vous a révélé qu'il trouvait l'esthétique du produit euh, comme étant en déphasage avec la promesse de votre produit, qui trouvait que votre design, que votre packaging était, n'était pas assez premium par rapport à la promesse que votre marque lui faisait. Ben, dans ce cas, la réponse à ce problème-là, qui peut être un problème grave pour une entreprise, surtout dans des industries de luxe, des industries premium, cette dimension esthétique peut être critique. Elle peut causer une fuite de consommateurs, elle peut causer une décroissance. Et donc, quand vous êtes dans l'industrie du luxe, du premium, l'esthétique est au cœur de votre proposition de valeur. Donc, vous pouvez avoir des réponses à ces problèmes-là, des problèmes consommateurs à travers l'esthétique. L'expérience client en général. Imaginez par exemple que vous soyez un opérateur télécom et que vous ayez à designer vos points de vente. Donc, le design va vous permettre d'améliorer cette expérience client. Et donc, si vos consommateurs se retrouvent avec la bonne expérience client dans vos agences quand ils vont acheter un service télécom, une carte, un abonnement fibre par exemple, ben, le design va être capital. Ça peut témoigner de votre professionnalisme, de l'image de marque. Plus loin carrément, ça peut avoir des parallèles avec la performance de votre produit ou de vos services par exemple. Donc voilà un peu les dimensions d'un design. Et surtout, ce sont des dimensions qui vont permettre d'optimiser, comme j'ai dit, l'utilisation de ce produit ou de ce service, la production, l'esthétique et l'expérience client. Donc il y a plusieurs niveaux ou plusieurs formes de design. Quand on va s'intéresser au design, on va s'intéresser à plusieurs formes. Donc il y a ce qu'on appelle le design industriel. Donc c'est un design qui est purement produit, qui va s'intéresser au produit lui-même, comment on va fabriquer le produit, à travers quel process technologique, à travers quelle matière première, l'usage de quelle matière première, etc. Donc tout ce niveau-là, produit, c'est ce qu'on appelle un design industriel. Il y a un deuxième niveau de design, c'est le design du packaging, ce que le consommateur va voir. Et dans ce cas, quand on va s'intéresser au packaging, on va s'intéresser à tout ce qui est dimension visuelle, dimension que verra le consommateur. Mais il y a d'autres dimensions dans le packaging, c'est des dimensions de toucher, donc d'ordre de matière première. Donc ce niveau packaging, il va se subdiviser en plusieurs sous-niveaux et on va le voir par la suite dans une section directement liée au packaging. On peut avoir des designs d'entreprise, ce qu'on appelle du corporate design. Donc une entreprise peut avoir différents produits ou services, mais l'entreprise, ça va être aussi un logo, ça va être une expérience client, ça va être des bureaux physiques, ça va être un design spécifique.
Et pour les gens qui ont déjà visité des sièges de multinationales, en tout cas certaines multinationales, que vous soyez en Afrique, en Europe ou aux US, vous allez vous retrouver avec un corporate design qui est quasiment similaire, quasi similaire, quel que soit le pays. Il y a aussi des designs d'environnement, d'architecture commerciale, et j'ai évoqué les cas, par exemple, le cas, par exemple, pour des boîtes qui ont des antennes commerciales ou des enseignes commerciales physiques où le consommateur peut se déplacer physiquement. Et donc là, on a la capacité d'intervenir sur ce qu'on appelle un design d'environnement, un design de point de vente. Vous êtes un business, par exemple télécom, et vous avez des agences télécom partout au Maroc. Donc vous allez vous intéresser à cette dimension architecture commerciale. Et puis en fin de compte, il y a tout ce qui est design de site, design d'application, design de documents aussi. Donc le design, c'est quelque chose qui touche également ces problématiques-là. Sur des métiers d'app, par exemple, on a aujourd'hui, on assiste à la naissance de métiers, de designers qui sont spécifiques aux applications, non pas au site, mais spécifiquement aux applications, qui vont s'intéresser à l'expérience client, qui vont essayer de trouver une cohérence entre l'expérience client et le design. Et puis, voyez un peu l'importance de ce design-là. L'importance de ce design par rapport à une notion qu'on vient de voir dans le slide d'avant, qui est la notion de cohérence. Le design à tous les niveaux que vous avez vu ici va vous permettre encore une fois d'avoir une cohérence d'ensemble pour votre consommateur. Revenons sur le cas télécom, si vous êtes un opérateur télécom, ben, vous aurez un besoin de design d'application, de design de site, parce qu'aujourd'hui, on sait que une grande partie de l'expérience client télécom va passer par les sites web, que ce soit pour consulter son solde, pour acheter de la recharge, pour recharger, pour payer son abonnement. Donc, on va passer par des solutions sites ou des applications. On peut bien également se déplacer en lieu physique. Donc là, c'est l'importance d'un environnement, design d'environnement. On peut avoir, c'est être exposé à plein de designs d'entreprises, de corporate design, voire des sièges d'entreprise, voire des communications sur les entreprises. Le packaging est crucial également pour les produits qu'on va acheter, les packs qu'on va acheter dans ce business télécom. Et puis, on a ce qu'on appelle le design industriel de produits. Peut-être que ce design-là va être un peu moins exposé, mais tout le reste va être extrêmement exposé pour le client et va être garant de cette cohérence d'ensemble qu'on expose à chaque fois au niveau de l'avancement de ce cours. Donc, quels sont les critères d'un bon design? Un bon design doit être attractif, il doit permettre d'avoir une force d'attraction des clients, il doit être fonctionnel, on ne peut pas avoir un design qui soit extrêmement joli sans être fonctionnel, il doit être facile à produire et peu coûteux. Donc le design, c'est des notions que les industriels connaissent très très bien. Le design peut vous permettre à réaliser des économies, des économies d'échelle, des économies tout court, parce qu'en passant à telle solution, d'une solution à une autre, vous pouvez avoir des gains soit des gains de productivité, soit des gains d'ordre financier. Imaginez par exemple que vous soyez dans le business de l'eau et que vous réduisez le design du bouchon. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque récemment, en tout cas quand je dis récemment, je parle des 2-3 dernières années, ben, le bouchon de la bouteille d'eau a été réduit peut-être de moitié dans sa taille. Et donc imaginez un peu l'impact pour les embouteilleurs qui vont fabriquer des millions de bouteilles chaque année. Imaginez l'impact de ces quelques petits centimes, peut-être moins d'un centime, mais rapporté aux millions de bouteilles qui vont sortir mensuellement de chaque usine. Imaginez un peu l'impact que ça peut avoir en matière première. Donc voilà un peu cette partie relative à la facilité de production ou au coût de production. Et puis, pour moi, c'est une notion qui est très chère et qui est peut-être même la plus importante pour un marketeur, c'est la cohérence avec les valeurs de la marque. Je suis une marque qui se veut être responsable.
Si demain j'utilise une matière qui est nocive pour l'environnement, dans mon design, je vais être en incohérence totale. Et peut-être même pour le consommateur, si on s'abaisse à un niveau euh, plus simple d'analyse chez le consommateur, peut-être que chez le consommateur, vous allez être une marque tricheuse, une marque menteuse. Donc pour un consommateur, ça peut être ça, et ça peut détruire carrément une marque. Donc un design, c'est quelque chose qui va être cohérent avec les valeurs de la marque et qui va driver au contraire. C'est pas, il ne doit pas être uniquement cohérent avec les valeurs de la marque, je dirais. Il doit véhiculer ces valeurs de la marque plus généralement. Donc, quatre critères d'un bon design, on revient dessus, de l'attractivité, de la fonctionnalité, de la facilité dans la production, le caractère peu coûteux aussi est très important, et puis la cohérence avec les valeurs globales de la marque. Et un bon design doit véhiculer ces bonnes valeurs de la marque. Donc, on a parlé design à ce niveau, donc c'était le premier volet. Le deuxième volet va être le packaging, et je finis rapidement sur cette partie-là, packaging. Donc, politique de packaging, qu'est-ce qu'un packaging? On a évoqué ce mot packaging dans les quelques slides que vous venez de voir. Et donc, quand on parle de packaging, on va parler d'ensemble d'éléments matériels qui, sans être indispensables, inséparables du produit lui-même, sont vendus avec lui. Donc, imaginez par exemple que vous soyez dans le business du cake. Ici, c'est un exemple qu'on voit sur un packaging de business de cake. Euh, on a le cake à l'intérieur de ce produit-là que vous voyez. Et on est dans le business, par exemple, du macaron. Ce que vous voyez ici, ce sont des macarons. On voit un peu que le packaging est séparé du produit, qu'on utilisera le produit à utilisation finale qui est le macaron, mais le packaging va permettre de véhiculer les valeurs de la marque. Donc, c'est une composante qui est vendue avec le produit, donc vendue avec le produit, en vue de lui permettre ou de faciliter sa protection. Ici, par exemple, dans ce cas, le packaging va protéger. Dans le business de l'eau, des sodas, le packaging sert de protection. Le business du lait aussi. Donc, des jus, le packaging va avoir surtout des objectifs de protection du produit. Ça va permettre de faciliter le transport. Ça va permettre de faciliter le stockage également. Ça va permettre parfois aussi de faciliter la présentation dans le linéaire et l'identification par le consommateur, par l'utilisateur de ce produit. Donc, vous voyez un peu les différents objectifs ou les différentes euh, notions qui sont liées au packaging. Donc, je reviens encore une fois dessus. C'est une facilitation de protection, facilitation de transport, de stockage, de présentation dans le linéaire, c'est super important. Aussi pour des business qui sont sensibles à à la grande distribution. Donc, il faut imaginer que votre produit, ça va être ça va être une visualisation d'une certaine manière dans un linéaire. Il faut vous projeter sur la manière dont votre produit va être vécu visuellement par votre consommateur. Donc, ça va permettre une certaine présentation en linéaire, mais également une certaine identification par les clients. Les politiques de packaging, donc toujours dans ces politiques de packaging, on va se demander la question sur les fonctionnalités ou les fonctions du packaging. Donc tout type de packaging en marketing va avoir deux fonctions. Des fonctions techniques, et on vient d'en parler avec des exemples pour des industries comme l'industrie de l'eau, toute l'industrie agroalimentaire, je dirais. Donc le packaging va avoir des fonctions techniques de protection, d'usage, de transport, de rangement, de protection de l'environnement dans certains cas. On va vous dire que le produit va être totalement dégradable dans le sol ou dans l'eau. Et donc, ça peut faire l'objet de drivers d'achat chez certains types de consommateurs. Donc, fonction technique, protection, usage, transport, rangement, protection de l'environnement. En tant que marketeur, vous pouvez agir sur chaque niveau de ces fonctions techniques pour pouvoir améliorer votre offre globale de produits, votre performance globale, votre offre globale et votre bénéfice produit. Mais ce packaging-là va aussi avoir des fonctions qui sont
intéressantes pour tout marketeur, c'est les fonctions de communication. Donc il ne faut pas oublier que votre packaging produit va être ce qu'on appelle en anglais un communication vehicle. Il va vous permettre de véhiculer votre image de marque. Il va vous permettre de véhiculer l'image de votre marque. Votre marque d'abord en tant que logo, en tant que cassette visuelle. Donc ça va vous permettre de le faire. Et donc en termes de communication, le packaging a un impact visuel qui est extrêmement fort. Il permet de reconnaître facilement votre produit. Quand on parle de reconnaissance, il ne faut pas uniquement que votre produit soit reconnu, ça va de soi, c'est un b.a.-ba en packaging. Il faut surtout qu'il soit facilement reconnaissable, facilement identifiable, et puis qu'il véhicule votre positionnement de marque. Vous êtes dans l'industrie du luxe, votre packaging doit témoigner de certaines caractéristiques qui vont rapidement être identifiées avec l'industrie du luxe. Votre packaging, c'est un moyen de partager des informations avec votre consommateur. Donc, si vous avez par exemple des barrières de consommation et que les barrières sont pesantes pour votre business, l'une des manières de dépasser ces barrières-là, c'est d'informer votre consommateur sur ces barrières, de casser ces barrières à travers de l'information sur le packaging. Et puis, en fin de compte, votre packaging va avoir des fonctions d'impulsion à l'achat. Si le packaging est assez attirant, assez sexy, il va vous permettre de pousser les consommateurs à vous essayer, à acheter le produit avec l'achat d'impulsion. Parfois même, quand on n'a pas besoin d'acheter ce produit, quand on n'a pas exprimé le besoin de consommer ce produit ou ce service, rien qu'avec un bon packaging, on peut passer à l'acte d'achat. Donc, deux composantes essentielles. Ce qu'on a vu maintenant, c'est les fonctions de ce packaging, mais de manière assez technique, votre packaging va avoir deux composantes essentielles. D'abord le contenant. Donc, quand on parle de contenant, on va parler de matériaux, de formes, de systèmes de fermeture, par exemple. Ici, on est dans un cas de business de café, et donc le système de fermeture de ce produit va être vraiment critique et peut donner lieu à un avantage compétitif. Je vais utiliser ce produit, qui est le café, pour que l'odeur ne disparaisse pas facilement, rapidement. Le système de fermeture va m'aider à conserver toutes les qualités olfactives de mon produit, et donc il peut faire l'objet d'un avantage consommateur, d'un avantage compétitif chez mon consommateur. Donc, les deux composantes. Le premier composant, c'est le contenant. Et puis, il y a un autre composant dans le packaging qui est le décor. Donc, le décor est une notion qui est assez, assez, je dirais, euh, assez véhiculatrice du branding. Donc, le décor va nous permettre, en tant que consommateur, non seulement d'identifier des marques, mais surtout de voir est-ce que cette marque-là, à travers son décor, vit euh, sur le packaging. Donc le décor, ça va être tout le travail graphique qui va être sur votre produit, sur le packaging de votre produit. Ça va être les couleurs. Donc ici, on va avoir une gamme de produits qui est assez riche. Et donc la couleur va nous permettre d'identifier rapidement tel ou tel produit. Ici, on a un exemple de produit qu'on va appeler Kenya où on va avoir des couleurs marron et des couleurs orange. Sur d'autres produits, ça va être du vert ou ça va être du mauve, et ça va permettre aux consommateurs d'identifier de manière rapide les produits. Le décor passe par le graphique, les couleurs, il passe également par les textes que vous voyez, et il va passer dans certains cas par des étiquettes quand le produit dispose d'une étiquette sur son packaging. Donc voilà, je pense qu'on a fini la session. Je pense que on est pile poil euh, sur les timings. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est là, on a fini la partie relative au concept et produit, et une deuxième partie, une deuxième section qui est relative au design et au packaging. On va peut-être donner d'autres exemples la prochaine séance, et on passera, on exposera la suite, Inch'Allah ar-Rahman ar-Rahim, du cours, qui va être d'abord les services associés, les produits numériques, la gamme, le cycle de vie produits et marché, et puis le développement, le process de développement et lancement
de produits ou de nouveaux produits. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Je vais essayer de voir si juste il y a des questions. Voilà. Il y a que des tags. Voilà. Donc merci. Merci à vous. Excellente soirée. Et, à la séance prochaine, Inch'Allah. Bon courage.